Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Malte en 2021, le Luxembourg l'année dernière, et maintenant l'Allemagne depuis hier. L'Allemagne qui légalise l'usage récréatif du cannabis. Pour en parler, la France doit-elle imiter l'Allemagne? Eh bien, pour en parler avec nous, Béatrice Brugère, qui est secrétaire générale Unité Magistrat et auteure de Justice, la colère qui monte aux éditions de l'Observatoire. Béatrice Brugère, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et William Lovenstein, qui est interniste, addictologue, président de SOS Addiction. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Alors, est-ce que la France doit imiter l'Allemagne, Béatrice Brugère? Bon, je pense que déjà, nous n'avons aucune obligation à l'imitation. On a une singularité propre, même si les pays peuvent avoir quand même des similitudes, ne serait-ce qu'en population, en taille et peut-être en économie. Mais ceci dit, la France a une singularité par rapport aux addictions. Je connais pas assez l'Allemagne pour porter un jugement, mais ce qui est sûr, c'est que la France a des records qui sont des tristes records sur les addictions, puisque on parle de plus de 5 millions de personnes qui consommeraient du cannabis. Je crois que c'est en plus un chiffre qui doit être sans doute sous-évalué, puisque c'est du déclaratif. Et donc, il faut déjà s'interroger avant de vouloir imiter. Je pense qu'il faut déjà s'interroger sur ce que fait la France ou ce que ne fait pas la France, sur ses échecs, et avoir une approche loin des idéologies, des pressions, des lobbies, voilà, des enjeux économiques, etc. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas favorable à la légalisation? D'abord, il faut bien faire la différence entre la légalisation et la dépénalisation. Exactement. Alors, en réalité, ce qui est gênant dans le débat, oui, c'est la manière dont il est posé. Oui. C'est-à-dire qu'on entend des termes comme cannabis récréatif, et je suis assez curieuse de voir ce que le docteur Lovenstein va nous dire là-dessus. Moi, quand j'entends cannabis récréatif, ça me fait penser, mais c'est parce que je suis âgée, à Dorothée, vous savez, Récré à deux. Non, mais c'est un peu du storytelling pour les enfants. Vous savez, on a l'impression qu'on va parler aux enfants et que tout ça est très sympathique. Or, la réalité, en tout cas, c'est le point de vue d'une magistrate pénaliste depuis 20 ans, qui a beaucoup travaillé sur la criminalité organisée et les stupéfiants. La réalité est beaucoup plus sordide que ça et beaucoup plus triste que ça. C'est-à-dire que poser le débat, déjà dans ces termes-là, me semble le poser de façon assez biaisée, puisqu'on le sait aujourd'hui, sous le terme de cannabis, il y a des réalités très différentes. Vous avez le cannabis, même thérapeutique, qui, je crois, existe, même s'il est très marginal, exactement, qui n'a rien à voir avec du cannabis aujourd'hui tel qu'on peut le trouver sur certains trafics qui sont extrêmement concentrés, qui font mentir aussi la différence entre ce qu'on appelait avant les drogues douces et les drogues dures. Donc on est encore sur des débats qui sont posés de façon un peu biaisée, c'est-à-dire le cannabis c'est sympathique, c'est une drogue douce, tout ça est faux aujourd'hui. Les usagers de cannabis sont parfois malheureusement polyaddicts, enfin comme on dit, qui ont plusieurs drogues, polyconsommateurs, oui. Et en fait la question, c'est la question non pas tellement de l'usage mais de l'addiction, et ce que révèle aussi l'addiction. Et en termes de débat, déjà faut-il le poser au bon endroit. Il y a plusieurs façons de le poser. Il y a un enjeu pour la médecine, il y a un enjeu pour le pénal, il y a un enjeu de société, qu'est-ce qu'on a envie d'interdire, de ne pas interdire, mais il y a aussi des enjeux économiques, parce que la légalisation, par exemple, c'est changer d'opérateur, ou en tout cas mettre de la concurrence dans d'autres opérateurs. L'État deviendrait un nouvel opérateur. Il y a une manne financière extrêmement... Contrôler, en fait, la volonté, c'est contrôler le trafic, docteur Lovenstein. Oui, dans les objectifs. Alors, je vais essayer à mon tour une overview, parce que là, vous avez balayé très large différents sujets, et ça mériterait évidemment à chaque fois des précisions. Une société sans drogue, à notre connaissance, ça n'existe pas. Donc, comment on fait pour réduire les méfaits, les dommages de ces drogues? Quelle stratégie adapter? De façon là aussi globale, et je vous prie de m'en excuser, on a trouvé que 3 hypothèses. La prohibition, et là on a l'expérience de 53 ans maintenant et on voit ce que ça donne, et comme le dit justement l'ambassadeur d'Allemagne en France très diplomatiquement,
on change de logiciel parce que la prohibition a montré ses limites. Donc, 1, la prohibition, 2, la dépénalisation, qui est une solution terriblement hypocrite quand on la regarde, parce qu'on laisse au réseau mafieux le rôle de distributeur, fournisseur, et vendeur. Oui. Et puis la légalisation qui, évidemment, ne saurait être une baguette magique, mais qui va essayer de dire on va faire autrement, pour parler très très simplement. Alors sur l'usage cannabis récréatif, je vous avoue que je suis d'accord avec vous, c'est pas l'expression que je préfère. Elle a été créée pour différencier d'un sujet qui nous importait, qui était celui du cannabis médical. Oui. Donc à la limite, on pourrait peut-être dire cannabis non médical ou cannabis non thérapeutique. Ensuite, sur la dangerosité du cannabis, alors on a l'impression que les 20 000, je crois, études qui sont parues depuis 2017, j'ai pas regardé avant, n'étaient toujours pas lues, parce que parler de drogue dure ou de drogue douce, ce qui nous intéresse, évidemment, sont les usages durs ou les usages doux qui sont faits. Il y a des différentes échelles de dangerosité, et sur le cannabis, il y a un point fondamental que j'entends jamais, c'est-à-dire que la problématique est absolument pas la même si on considère l'usage chez l'adulte et l'usage chez la personne jeune. Et un des buts de la légalisation, et ça a été atteint par le Québec, c'est de retarder les âges du premier usage, parce que ce sont ceux-là, pour le cannabis, qui peuvent être le plus toxiques sur le développement cérébral. Docteur Loewenstein, moi j'ai 2 questions, et j'aimerais avoir, parce que vous êtes des experts, vous connaissez tout cela bien mieux que moi, il faut bien, et je pense beaucoup à nos auditrices et à nos auditeurs. La première question, c'est la différence entre la légalisation et la dépénalisation. Là, je m'adresse à vous, vous êtes magistrate. Quelle est la différence? Expliquez-nous clairement quelle est la différence entre légalisation et dépénalisation. La différence, elle est extrêmement importante et elle n'est pas que elle n'est pas que juridique, elle est très symbolique même. Elle est même quasiment sociétale. C'est ce qu'une société interdit ou n'interdit pas. Déjà, vous savez, c'est ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Donc symboliquement, elle est extrêmement importante. Bon, symboliquement, c'est important. Concrètement, mais c'est important parce que c'est un peu, c'est comme si vous interdisez ou pas le meurtre. Donc symboliquement, la question n'est pas celle de l'efficacité de la répression, la question est celle déjà de l'interdit dans une société qui structure une société. Donc ça veut dire, et le message est pas anodin, qu'une société envoie comme message qu'une drogue peut être nocive pour un individu. Et c'est pour ça qu'on l'interdit. Ça, c'est le symbolique. La dépénalisation, c'est en réalité, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on parle aujourd'hui d'ailleurs d'un échec des politiques, parce qu'on dit, voilà, regardez... Répressive. On dit, on a un système extrêmement répressif. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que je m'explique, et c'est intéressant parce que le débat il est biaisé à cause de ça. On dit voilà, en France, on est un des systèmes les plus répressifs et regardez, ça n'a pas marché, la prohibition est un échec. Ça c'est le discours ambiant. En vrai, sur le papier, c'est pas faux. C'est-à-dire que sur le papier, on a un des systèmes les plus répressifs. En vrai, et vous le savez, puisque c'est toute la difficulté française, c'est qu'on est inefficace et on est aussi inefficace dans la répression. En vrai, on n'applique pas cette répression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 5 millions de consommateurs, il y a très peu, je le sais parce que moi j'ai fait 20 ans de pénal, il y a très peu de poursuites, en fait, sur la masse. Donc on n'applique pas la loi. Non, mais bien sûr que non. C'est pas qu'on l'applique pas, c'est qu'on l'applique de manière extrêmement marginale en réalité. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur un 10e des consommateurs dans l'application. Et en plus, cette loi, on avait une loi qui s'appelait la loi de 70, qui était une loi un peu hybride d'ailleurs. Qui est quasiment abandonnée. Du 31 décembre 1970, qui avait été faite essentiellement, vous en souvenez, avec une injonction pour lutter contre le trafic d'héroïne, la fameuse French Connection. Il y avait très peu d'idées en fait de lutte efficace contre le cannabis dans la loi de 70. En réalité, elle est très peu malheureusement appliquée parce que d'ailleurs le côté médical n'a pas été investi à la hauteur des enjeux et le côté judiciaire non plus. Mais elle n'était pas inintéressante cette loi en réalité parce qu'elle donnait une contrainte pour obliger quelqu'un à se soigner.
Mais surtout, aujourd'hui, on a baissé d'un cran. C'est-à-dire qu'on a encore plus dépénalisé, puisque l'usage n'est plus un délit, mais vous savez, une contravention. Donc on descend, et de fait, en réalité, on a quelques poursuites aujourd'hui. Très peu, parce qu'en fait, même les chiffres ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dépénalisé sans le dire. On a dépénalisé sans le dire. Tout à fait. Donc, dans ces conditions, mieux vaut légaliser, alors? Non, parce que c'est pas la même logique. Alors, justement, c'est ça qui est intéressant. pour ça que je vous posais la question. Parce que sur le plan symbolique, la légalisation, c'est l'État qui dit vous pouvez prendre ce produit sans explication et en disant ce n'est pas grave. Oui. La dépénalisation, c'est ce que vous... En fait, est-ce que la justice est efficace ? Oui. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, aujourd'hui, nous vivons une forme de dépénalisation. Mais en réalité, en termes de criminalité et de lutte contre le trafic, ce qu'il faut voir, c'est que la dépénalisation, et ça, personne n'en parle parce qu'il faut être, alors pour le coup, un magistrat sur le narcotrafic, la dépénalisation de l'usager a été quelque chose d'affaiblissant pour la lutte contre le trafic des stupéfiants. Alors, c'est pas en l'exemple de dépénalisation, parce que ça nous permettait de remonter les réseaux. Voilà. Je crois d'abord, c'est difficile d'avoir des généralités absolues et des conclusions simples. Le Portugal, en quelque sorte, a dépénalisé. Il a décriminalisé, et ce, depuis une vingtaine d'années. Oui, d'accord. C'est absolument pas un échec. Je pense que les lectures, si vous voulez, des stratégies méritent parfois plus que des discussions un peu lapidaires sur les plateaux comme ça, parce que le sujet est vraiment complexe. Donc, dépénalisation, le problème, encore une fois, puisque vous posiez la question, c'est de laisser le marché, la production au réseau mafieux. Voilà. Et on sait bien depuis 50 ans, notamment avec la prohibition qu'elle soit plus ou moins appliquée, que ça enrichit Mafia Sans Frontières comme il n'est pas permis. Et on le regrette en voyant tous les problèmes de corruption, de narco-État, de narco-ville. Donc c'est pour ça, encore une fois, que changer de logiciel et ne pas aller vers la dépénalisation qui laisserait ce marché au réseau mafieux s'impose. À partir de l'instant où prohibition, comme le dit un certain nombre de réunions de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, je ne vais pas toutes vous les nommer, est un échec cuisant. Il nous reste des pénalisations, on a dit plus que bof pour l'hypocrisie, et donc légalisation, je préfère appeler régulation. C'est-à-dire, par exemple, encore une fois au Canada, on suit ça depuis 2018. Ils y sont pas revenus. Et je conseille à tous nos auditeurs, si je puis me permettre, Jean-Jacques, de taper simplement légalisation, cannabis, Canada, pour voir ce que dit le gouvernement canadien lui-même sur ce qui marche et ce qui marche pas. Parce que tout le monde va aller chercher un exemple en disant « Regardez, ça marche pas ». Moi, ce qui m'intéresse, je le répète, au Québec, ce que j'ai vu, c'est que l'âge des premières consommations, qui est fondamental pour éviter les plus grandes dépendances, les plus grands dommages, a été reculé depuis la légalisation. Et c'est un argument pour le médecin que je suis qui me touche réellement pour la protection. Bien, on va continuer, on va poursuivre. Je voudrais observer une petite page de pub. Il est 9h46 et je poserai aussi une question. Est-ce que la légalisation, parce que ça aussi c'est une question que les auditeurs se posent, encouragerait la consommation ? C'est aussi une question de base. 9h47. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, pour parler du cannabis, faut-il légaliser le cannabis ? Béatrice Brugère, qui est magistrate, auteure de Justice, la colère qui monte, aux éditions de l'Observatoire, et William Neuenstein, qui est médecin, interniste addictologue, président de SOS Addiction. Je sais que vous n'êtes pas d'accord sur la dangerosité du cannabis, mais... je voudrais vous poser cette question. Est-ce que légaliser encouragerait la consommation ? Oui. D'ailleurs, c'est ce qui est démontré maintenant aujourd'hui au Portugal, parce qu'on n'a peut-être pas la même analyse, mais on cite le Portugal comme quelque chose de vertueux. En réalité, au Portugal, on s'aperçoit qu'il y a plus de consommateurs qu'avant.
On a aussi l'exemple des Pays-Bas, qui est un véritable... Parce que c'est vrai que le Canada, ça, c'est peut-être autre chose. Alors, c'est pas légalisation, les Pays-Bas ont permis, avec les coffee shops, en fait, une banalisation, parce que c'est un peu le sens de votre question, c'est-à-dire une possibilité de consommation dans les coffee shops. Et ils ont moins aujourd'hui, la consommation est banalisée. Oui, c'est ça. Mais ils ont exactement. Enfin, j'aime bien parce que les Pays-Bas ont moins de consommateurs. Non, mais aujourd'hui, c'est cannabis. Vous avez regardé les chiffres. Je voulais finir ma phrase. C'était pas ça que je voulais dire. Est-ce que les Pays-Bas ont plus de consommateurs que nous? Les Pays-Bas. Est-ce que les Pays-Bas ont plus de consommateurs que nous? En banalisant, sont devenus aujourd'hui un État narcotrafic. Ce que je voulais dire par là, ça c'est leur port qui pose souci, comme la Belgique, Le Havre et Marseille. Bien sûr, parce qu'en réalité, là où on est un peu naïf, c'est que on croit qu'en légalisant, en réalité, on va stopper le trafic parallèle du narcotrafic. Pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est une manne financière absolument exceptionnelle. Et aujourd'hui, ça n'a pas stoppé. C'est ça, en fait. C'est ça que je voulais dire. Ça n'a pas stoppé en parallèle, puisque c'est... En fait, la question de la légalisation, c'est la question de quel est l'objectif. Quand on légalise, c'est quoi l'objectif? Parce qu'en fait, si on ne pose pas cette question au départ... C'est de limiter la consommation. Voilà. Et de consommer des produits moins dangereux. Donc cet objectif n'est pas atteint. Pardonnez-moi, l'OMS et l'ONU ont promu la stratégie sous l'impulsion américaine, la guerre à la drogue. Oui. Qui s'est dévoyée en guerre aux drogués, comme d'habitude, la guerre à la pauvreté, la guerre aux pauvres, la guerre à l'immigration, la guerre aux immigrés, etc., etc. Quand les États-Unis et l'ONU et l'OMS déclarent la guerre à la drogue, ils se donnent des objectifs qui sont la baisse de la consommation et l'amélioration de la sécurité publique. Est-ce qu'on peut faire le bilan 50 ans après pour savoir si ces objectifs ont été atteints? La réponse de tous les spécialistes, ou presque, honnête, et non. Maintenant, qu'est-ce qui reste comme système? Encore une fois, dépénalisation, on l'a balayé, je crois, tous les deux de la main, on était d'accord là-dessus. De toute façon, il y a une dépénalisation et quelque part, sous-jacente dont on ne parle pas. L'hypocrisie sur les plateaux, tout le monde est droit dans ses bottes et ne dit pas que la morale est devenue immorale parce que contre-productive et n'a protégé ni l'individu ni la société. Donc la légalisation qui doit être encadrée, régulée, reste notre seul système. Donc ma question, c'est qu'est-ce que vous proposez à l'heure actuelle? Après un échec, ne pas rentrer dans une voie encore plus hypocrite, qu'est-ce que vous proposez? En réalité, si on part du modèle allemand, puisque c'est celui qui est dans l'actualité actuellement comme modèle, et c'est votre question, le système proposé par l'Allemagne est d'une hypocrisie fantastique et totalement inapplicable en France. Comme ça. Parce que ce que propose l'Allemagne, c'est une forme de contrôle à 25 grammes, avec des endroits où vous n'avez pas le droit de fumer, à 500 mètres, etc. C'est une vaste plaisanterie quand on connaît aujourd'hui nos capacités de contrôle en France, déjà de ce qui est interdit, d'aller imaginer un instant qu'on va commencer à contrôler ce genre de choses, 3 plans chez soi, etc., etc. Donc en fait, le système de l'Allemagne est une véritable légalisation sans organisation de contrôle. Pas comme l'Allemagne. C'est une légalisation, point. C'est tout. Comment condamner un projet avant qu'il ait eu lieu et ne pas condamner 50 ans d'échec? C'est marrant comme inversion. En réalité, attendez, juste le contrôle sur les mineurs. L'autoculture, qu'est-ce que vous pensez de l'autoculture? Mais l'autoculture, c'est la capacité à dire aux gens, faites vous-même votre production, c'est ça, tout simplement. Donc c'est je vous remercie pour la définition. Non, mais c'est bien d'encourager l'autoculture. Vous accompagnez la consommation, c'est tout, puisque vous allez pouvoir vous-même être producteur. Qu'elle soit toujours la consommation en provenance des réseaux mafieux avec toute la dangerosité démocratique qu'on observe actuellement. Ce que je préfère aujourd'hui, c'est que ceux qui représentants de la justice, ça vous inquiète pas? Paris, Lyon, Marseille, Havre. Merci. Ce que je préfère, c'est que l'État prenne ses responsabilités sans hypocrisie, à savoir mettre en place une vraie politique de santé publique, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire de prévention, d'expliquer la dangerosité des produits, de faire de la prévention dans les écoles, puisqu'aujourd'hui on a une consommation extrêmement jeune, et de lutter de façon efficace contre le trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, et expliquer les dangers et en même temps à faire de la prévention. C'est hypocrite, c'est-à-dire que vous dites d'un autre côté, parce que c'est encore une fois votre question, elle est intéressante sur la dépénalisation et la légalisation. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire autant la dépénalisation, on peut en discuter sur son efficacité, autant dire qu'un produit qui est dangereux pour des enfants peut être en vente libre, c'est une autre attitude.
l'alcool pour les enfants, l'alcool en premier. Mais c'est pour ça que je suis contre. Et franchement, le jour où on voudrait être sérieux, est-ce qu'on peut distinguer nos discussions sur l'usage d'une substance psychoactive chez l'adulte et l'usage d'une substance psychoactive chez les adolescents? Et là, même la légalisation, je vous l'accorde, gardera le problème entier s'il n'y a pas de prévention et de réduction des risques. Et tous les parents qui nous écoutent le savent bien. Et les politiques, d'ailleurs, les plus hypocrites, qui sont dans les soucis avec leurs enfants, prennent des positions et disent il faut envoyer tout le monde en prison, il faut être encore se donner le contrôle. Mais personne ne va en prison aujourd'hui quand on est usagé. Et puis évidemment, pas pour leurs propres enfants. Donc on est sur un faux débat, c'est-à-dire qu'on est sur un débat où le cannabis est sympathique, où on met les gens en prison, ce qui n'est pas vrai. C'est une drogue douce, c'est pas sympathique du tout. Il faut arrêter avec ça. Et c'est justement pour le dire. Justement, la manière dont il est posé. Si vous demandez à la prohibition de faire de la prévention, vous avez vu ce que ça donne. Donc prenons nos responsabilités. Je suis obligé d'interrompre notre débat qui était passionnant. On pourrait en parler et avec passion et avec des arguments recevables vraiment et très intéressants. Je vous remercie tous les deux d'être venus nous voir. Merci à vous. Merci d'en avoir parlé sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Il est 9h57. Dans un instant, nous serons avec Valérie Expert et Gilles Gansman qui reçoivent les comédiens Claire Borotra et Vincent Piguet. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.